Merci aux personnes présentes. Donc voilà, l'enregistrement vient de démarrer. Donc il y aura donc un replay en fait pour ce webinaire de l'ARSEC. Donc sur une thématique, je pense assez originale à double titre, puisqu'on va parler d'une part de l'art en entreprise et d'autre part de retour sur investissement à travers la notion de valeur d'usage. Et en préambule, je voulais juste souligner le fait que pour avoir participé à la conférence, enfin l'une des conférences de l'ARSEC la semaine dernière au salon Workspace, donc avec en présence de la déléguée générale de l'association et de deux universitaires, à plusieurs reprises, la notion de valeur immatérielle en fait a été évoquée. Et donc voilà, ceci n'est pas sans lien avec le propos d'aujourd'hui, mais c'est une pure coïncidence puisqu'évidemment je n'avais pas personnellement anticipé ça. On a intitulé ce webinaire donc l'art au bureau voilà, pour faire un petit peu court, valeur esthétique et valeur d'usage. Et donc nous serons trois intervenants donc pour cette rencontre. Moi-même donc Benoît Méronin qui suis donc le directeur conseiller stratégie du groupe Chorus avec un K, donc qui est le premier aménageur privé en France. Et puis par ailleurs, à hauteur de 20% de mon temps, je suis professeur à l'école de management de Grenoble. Je serai accompagné donc pour ce webinaire de deux personnes, Julie Corver, donc avec qui nous avons engagé un partenariat, un échange autour de sujets communs, donc qui est la cofondatrice d'Artpoint, dont elle vous dira un rapide mot quand elle prendra la parole. Et puis Sébastien Nolot, qui travaille au sein de Chorus également dans mon équipe, qui est un consultant senior dans le domaine du workplace, de l'immobilier tertiaire, mais aussi notre expert sur la thématique de la valeur d'usage et qui donc clôturera ce webinaire en vous parlant finalement de cette dimension artistique, plus globalement esthétique, dans la manière que ça peut avoir d'impacter la valeur d'usage donc de vos patrimoines. Voilà donc rapidement pour la présentation des trois intervenants et donc le programme. Je vous propose de démarrer tout de suite par une rapide introduction. Pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, donc le webinaire est enregistré, il y aura donc un replay et nous vous ferons parvenir, si vous le souhaitez, la présentation bien évidemment. Je voulais démarrer par Gilles Lipovetsky, qui est un essayiste bien connu, qui vient d'ailleurs de publier un nouvel ouvrage. Et il y a quelques années, il avait co-signé un livre qui avait fait un petit peu de bruit autour de ce qu'il avait appelé l'esthétisation du monde, c'est-à-dire pour rendre compte finalement de la manière dont dans les produits manufacturés, mais aussi dans les environnements de service, mais aussi bien sûr dans les expériences de voyage, donc toute l'industrie touristique, finalement cette esthétisation avait envahit quelque part notre univers quotidien, le monde de la consommation, le monde du voyage. Alors je vous ai mis à l'écran quelques images pour être assez parlant, bien sûr autour du design produit avec les machines ou les tasses Nespresso. Ici en bas donc des lampes Baccarat, mais aussi des environnements urbains, des environnements tertiaires avec le tramway Nice ou ici un site Ikea en région niçoise et bien d'autres choses. Mais en tout cas, c'est important de bien partir de cette focale un petit peu large sur ce mouvement de fond donc, que Lipovetsky analyse très bien et qu'il appelle l'esthétisation du monde. Si je commence à réduire un petit peu la focale et peut-être en vous surprenant un peu, moi je suis lyonnais donc ça me surprend moins, mais pour celles et ceux qui n'auraient pas le bonheur de vivre dans ma ville, nous avons la chance d'avoir le premier, l'unique, le seul musée d'art contemporain souterrain au monde, puisqu'il a été créé à l'initiative d'une société publique locale qui s'appelle Lyon Parc Auto, qui est donc l'exploitant de la plupart des parcs de stationnement de Lyon. Et cette société a entrepris il y a une trentaine d'années maintenant, ça a démarré au début des années 90, de travailler en lien avec bien sûr les ingénieurs qui conçoivent les parcs de stationnement. C'est d'abord une infrastructure un peu complexe. Ensuite, avec Jean-Michel Villemotte, qui est l'architecte voilà, garant de la cohérence de l'ensemble du parc. Mais ensuite, pour chacun des projets qui ont vu le jour depuis plus d'un quart de siècle, de travailler avec un plasticien retenu sur la base d'une sélection internationale pour co-créer en fait cette architecture. C'est-à-dire que le propos est original dans ce qui n'est pas simplement le fait d'installer une œuvre d'art dans ce que serait en fait un parking, donc un lieu de service, mais bien de co-créer en fait ce parking en introduisant complètement cette dimension artistique. Et je vous ai mis à l'écran trois visuels. Je commencerai simplement celui de gauche qui est le plus parlant, je pense, qui est le parking des Célestins, donc à Lyon,
qui est une œuvre qui est donc est un ouvrage qui a été créé avec Daniel Buren et qui fait l'objet de citations dans les guides touristiques. Et je pense, j'ai pas vérifié, mais c'est assez probable que c'est sans doute le seul ouvrage de ce type, le seul parc de stationnement qui est présenté dans des guides touristiques, en l'occurrence le guide Carteville et le guide Vert, donc traitant de Lyon, qui est quand même assez exceptionnel. Donc on voit à travers cet exemple que je commente très rapidement que finalement ce mouvement d'esthétisation, mais plus précisément la place de l'art dans des environnements de service, peut aussi finalement trouver des terrains d'application assez improbables, et Julie nous racontera d'autres histoires tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori à avoir et que finalement cette esthétisation, ce mouvement de création artistique peut trouver à s'employer dans tout un tas d'environnements de services. Alors si j'en reviens maintenant un peu plus précisément à des motivations qui ne sont pas pour moi en tout cas que d'ordre uniquement esthétique ou expérientiel, c'est-à-dire comment finalement transformer l'expérience que des clients ou des collaborateurs peuvent avoir d'un environnement de service donné. On voit ici dans cet exemple que tout un mouvement, notamment autour de la neuroarchitecture, a vu le jour pour interroger finalement l'impact thérapeutique de l'environnement architectural, mais plus globalement à travers la neuroesthétique, de l'esthétisation des environnements dans lesquels on va traiter en fait un certain nombre de pathologies, qu'il s'agisse de pathologies qui ont trait au corps ou de pathologies qui ont trait à la santé mentale. C'est-à-dire qu'on est ici dans un sujet qui est tout à fait sérieux. Il ne s'agit pas de faire du beau pour du beau, il s'agit bien de créer, de transformer à travers l'art des environnements liés donc au traitement de pathologies. Je prendrai juste cet exemple, alors pardonnez-moi, toujours près de chez moi, toujours lyonnais, qui est la ferme du Vinatier, qui n'est plus une ferme au sens agricole du terme, mais qui est bien un espace culturel ouvert sur la ville, qui s'adresse aussi à l'ensemble des patients et à leurs proches, donc sur l'hôpital du Vinatier qui est dédié donc aux maladies mentales, et donc qui, à travers une programmation extrêmement pointue, permet donc tout à la fois d'ouvrir l'hôpital sur la ville, comme je disais, mais aussi d'accompagner les patients et leurs proches sur des formes de traitement, vous le voyez, beaucoup plus larges à travers donc un certain nombre de manifestations artistiques diverses et variées. Je voulais aussi très rapidement vous proposer de rentrer en fait sur des dimensions qui vont relever en fait des neurosciences, puisque j'en parlais. Et en fait, les neurosciences nous disent aujourd'hui, notre cerveau finalement, il a trois grands types de besoins. Et l'un de ces trois besoins, c'est ce qu'on appelle la régénération. Et la génération, ça passe par tout un tas d'artefacts et notamment d'aménagements qu'on retrouve aujourd'hui dans les environnements de travail. Je pense à des lieux pour se reposer, des salles de sieste. Je pense aussi à des lieux pour se détendre, par exemple des bibliothèques, mais aussi des espaces dédiés, par exemple aux jeux vidéo. Mais ça passe aussi, bien évidemment, par des espaces dédiés en fait à l'art et à la confrontation avec des œuvres, avec des artistes, avec des démarches artistiques. Et cette capacité finalement à recréer des espaces liés à l'émerveillement, liés à la régénération de notre cerveau, c'est quelque chose qui est étudié là encore de façon très sérieuse par les neuroscientifiques. Et ça participe d'une modalité de réponse en fait tout simplement à nos cerveaux. Et alors la présentation un petit peu évoluée, donc pardon pour ce décalage. Je voulais terminer mon propos introductif en vous disant qu'il existe aussi d'un point de vue académique aujourd'hui tout un pan de recherche qui permet d'explorer finalement l'impact sur la créativité des équipes de l'expérience artistique au sens large, et donc de considérer que le fait de plonger les collaborateurs de façon pérenne et ou de façon éphémère dans un environnement artistique, de les confronter à des œuvres d'art, c'est quelque chose qui, à travers l'inspiration que cela va pouvoir contribuer à leur donner, va être quelque chose d'extrêmement impactant du point de vue de leur capacité à développer leur créativité, qu'il s'agisse de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, ou tout simplement, pour être en lien avec le métier de l'ARSEG et le nôtre, de co-créer finalement des environnements de travail qui seraient innovants. Voilà très rapidement pour ce propos introductif. Et Julie, je vais donc te passer la main pour que tu puisses donner quelques illustrations très concrètes au niveau de ton travail d'ArtPoint. Eh bien, bonjour à tous.
Euh, hop. Est-ce que vous m'entendez bien pour commencer? Tout à fait. Super. Benoît, merci beaucoup pour cette très belle introduction qui, à nouveau, met l'art véritablement en lumière. Et donc, moi, je suis Julie, et je suis la cofondatrice d'ArtPoint, qui est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 2 ans. Et c'est effectivement d'art dont je vais vous parler, et plus particulièrement d'art numérique. Peut-être pour commencer à introduire mes propos, qu'est-ce que l'art numérique? Donc, une œuvre d'art numérique, c'est une œuvre qui va explorer des outils numériques dans son processus de création, donc qui va explorer le numérique comme médium de création et qui va questionner notre rapport au numérique dans son processus à nouveau de création, ou alors questionner notre rapport à des considérations actuelles telles que l'écologie, le féminisme par exemple, mais en tout cas, on a toujours une utilisation d'outils numériques. Désormais, si je devais revenir à la genèse d'ArtPoint, donc qui, comme je le disais, existe depuis aujourd'hui 2 ans. Donc, il y a un peu plus de 2 ans, on a constaté un engouement extrêmement fort autour de l'art numérique. Ces derniers mois, ce constat fait tout particulièrement sens avec tout le boom dont on a tous entendu parler autour des NFT. Mais depuis 2018, il y a eu un très franc succès autour de toutes les expositions qui mêlaient l'art et les nouvelles technologies. Donc, on peut citer divers exemples, notamment le succès de l'Atelier des Lumières qui, en quelques mois, a attiré un peu plus de 1 million de spectateurs. Succès assez similaire au TeamLab à la Villette qui a attiré un peu plus de 500 000 spectateurs en quelques jours en 2018. Et enfin, le même constat pour Artists and Robots au Grand Palais. Donc, on remarquait que c'était un art qui était par essence émotionnel, assez expérientiel, qu'il attirait un public nouveau, qui connaissait des records d'audience et qu'il y avait donc énormément de choses à faire avec ce courant artistique qui méritait donc peut-être d'être vécu dans d'autres lieux de consommation que des galeries d'art ou des musées. En parallèle, le constat avait été que tous nos lieux de vie se transformaient aujourd'hui avec comme mot-clé l'expérience et le digital. Donc aujourd'hui, tout particulièrement les bureaux d'entreprise se doivent de tenir toujours plus de promesses à leurs collaborateurs. Les bureaux d'entreprise deviennent des lieux de partage, de créativité, de cohésion des équipes, où on vient pour vivre un moment un petit peu différent que celui qu'on vit pour être productif à la maison. Excusez-moi, Julie. Été la preuve. Oui, Oui. vous m'entendez. On n'a pas votre partage d'écran. Je ne sais pas si vous l'avez activé, mais en tout cas, on ne voit pas votre partage. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, c'est bon. Je vous laisse passer en plein écran et merci. Parfait. Voilà, parfait, Julie. Super. Voilà, donc en fait, pour nous, il nous a semblé assez évident d'essayer justement d'apporter ces expériences d'art numérique qui étaient assez expérientielles et émotionnelles pour le spectateur dans l'enceinte du lieu de travail. Donc, ce que l'on souhaite faire chez ArtPoint, c'est justement rendre la magie de l'art numérique accessible dans des lieux de vie, puisque notamment une enquête de l'International Art Consultant affirmait il y a quelques mois que plus de 93% des travailleurs interrogés considéraient que l'art rendait leur espace de travail plus attractif et que 61% affirmaient qu'il stimulait leur créativité. Donc, c'est donc pour nous la preuve que l'art doit se vivre dans d'autres lieux d'exposition, et qu'il faut donc le sortir de l'espace assez cloisonné des musées pour l'apporter directement à son public dans des lieux de vie qu'on fréquente quotidiennement. Donc l'ambition d'ArtPoint, c'est vraiment d'enrichir l'expérience du collaborateur et de revaloriser les espaces. Aujourd'hui, nous, on représente donc un peu plus de 200 artistes numériques internationaux, donc qui viennent d'un peu plus de 35 pays et qui, comme je le disais, vont explorer des outils numériques, donc en créant notamment des œuvres créées à base d'algorithmes, à base de 3D, à base de collage digital, par exemple. Et en représentant ces très grands noms d'artistes du moment, nous avons constitué donc 2 solutions distinctes. La première, c'est un catalogue qui recense un peu plus de 2500 œuvres d'art numérique directement accessibles sur écran. Donc, comme je le disais, on va pouvoir mettre en avant des œuvres créées notamment grâce à base d'algorithmes ou alors de 3D par exemple. Ce sont majoritairement des œuvres en mouvement qui vont vraiment interpeller le spectateur.
Et l'idée va être de donner accès à plusieurs œuvres d'art du catalogue tous les mois à nos clients, en essayant de proposer des expériences qui s'inscrivent parfaitement dans l'ADN d'un lieu. Donc l'idée pour le collaborateur est vraiment de vivre une expérience d'art digital qui se renouvelle au cours de la journée, qui va se renouveler intégralement d'un mois sur l'autre, afin d'avoir une petite exposition d'art digital en perpétuel mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience digne d'un musée dans l'enceinte de l'entreprise. À côté de ça, nous déployons également tout type de projet donc sur mesure qui va mêler l'art et les nouvelles technologies. Donc dans ce cadre-là, le champ des possibles est assez infini en matière d'art numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de vous rendre dans des expositions, par exemple d'art interactif, d'art génératif ou alors d'art immersif. Mais on va pouvoir déployer par exemple des projets qui vont être connectés en temps réel aux data d'une entreprise, qui vont évoluer par exemple en fonction du mouvement des collaborateurs de l'entreprise, ou alors qui vont permettre d'immerger une équipe au sein d'une petite salle immersive par exemple. Et donc l'idée de ce type de projet va vraiment être de pouvoir incarner la vision, les valeurs d'une entreprise sous le prisme de l'art. Donc une communication qu'on estime un peu plus impactante, aussi bien pour le collaborateur que pour tout type de membres de l'écosystème qui se rend dans les locaux de l'entreprise. Et désormais, je vais vous montrer peut-être quelques exemples de réalisation chez nos clients en accent sur les différents apports de l'art justement en entreprise. Donc, ils peuvent être multiples. Les apports peuvent être aussi bien des apports en termes d'enrichissement de la culture d'entreprise, mais également du développement de l'image de marque. Donc, plutôt une communication en interne, mais également une communication en externe. Donc, un premier exemple de réalisation chez un de nos clients, Heinz, donc, qui a été mis en place il y a quelques mois, où pour sortir quelques testimoniaux de nos clients, il a été indiqué d'une part que les collaborateurs étaient heureux qu'une exposition d'art digital s'insère dans leurs espaces de travail. À ce titre, je précise qu'une étude de JLL publiée récemment que 56% des salariés interrogés plébiscitaient la mise en place d'expériences artistiques dans le cadre de leur entreprise. Donc une statistique qui est assez intéressante et avec des chiffres qui évoluent de plus en plus avec justement la pandémie. Il nous a également été indiqué que la mise en place de la solution favorisait l'échange entre les collaborateurs, notamment parce que l'idée est aussi d'organiser des événements qui tournent justement autour de ces expériences artistiques, notamment par le biais de vernissage, ce qui va donc favoriser l'échange, le partage entre les collaborateurs. Il nous a aussi été rapporté que ces expériences artistiques incitaient à la créativité des collaborateurs et qu'elles permettaient une sensibilisation aux outils numériques, puisque justement la force de l'art numérique est d'une part que la composante digitale va permettre de sensibiliser un public nouveau à l'art, puisqu'elle propose une expérience un peu plus ludique peut-être qu'une expérience artistique plus traditionnelle. Mais d'autre part, on a également cet aspect artistique qui va permettre de sensibiliser aux outils numériques, puisque en fait, ça permet d'évangéliser à des outils comme l'intelligence artificielle ou le machine learning, justement, sous un prisme un peu plus impactant qui est celui de l'art. Pour montrer un second exemple, cette fois-ci d'une réalisation à la SNCF, donc au pôle innovation. Voilà. Cette fois-ci, il nous a été rapporté que, donc c'est en l'occurrence un client qui était équipé d'un grand mur d'écran, que ce mur d'écran était vecteur de bien-être pour les collaborateurs, puisqu'il avait dans un temps 1 vocation à diffuser du contenu plutôt de communication, de publicité, qui n'était pas toujours impactant pour le collaborateur et que la communication pouvait être plus impactante sous le prisme artistique. Donc nous, en fait, chez Artpoint, nous sommes vraiment intimement convaincus et finalement, ce sont plutôt les témoignages de nos clients qui nous attestent que l'art va avoir des vertus en termes de bien-être des collaborateurs, donc bien-être au travail, et donc il va permettre d'avoir une qualité de vie au travail plus importante et finalement qu'il va pouvoir œuvrer en faveur de la productivité des salariés et de la rétention des talents, ce qui était pour nous un point essentiel aujourd'hui. Donc, in fine, il profite selon nous aussi bien aux collaborateurs, mais également à l'entreprise. Et enfin, pour vous montrer peut-être un troisième exemple, cette fois-ci de réalisation plutôt sur le bâtiment de l'entreprise et non à l'intérieur du bâtiment, qui, selon moi, illustre plutôt que l'art peut également œuvrer en faveur de la communication externe.
Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une réalisation chez un client VP sur la façade Vérone. Donc cette fois-ci, l'expérience artistique numérique va profiter plutôt à l'entreprise, puisque l'art va permettre de mettre en avant une image de marque assez forte, une vitrine assez impactante, à nouveau sous un prisme artistique, particulièrement l'art digital, qui permet de mettre en avant aussi un positionnement, au-delà du positionnement artistique, un positionnement assez innovant, qui est axé sur le digital. Et donc cette fois-ci, une communication plutôt externe pour l'entreprise. À nouveau, je peux donner un autre exemple. On équipait par exemple la semaine dernière un client d'une œuvre sur mesure, donc qui était connecté en temps réel à ses données. En l'occurrence, il s'agissait du client GS1 et il nous a été rapporté que ce type d'installation, depuis qu'elle avait été mise en place, avait été vraiment plébiscité aussi bien par les collaborateurs que par les membres de l'écosystème, ce qui est aussi assez important pour nous, puisque ça avait suscité énormément de curiosité et que ça avait permis de comprendre la solution du client, à nouveau sous un prisme artistique. Donc nous, chez Artpoint, pour vous redire un mot sur, selon nous, la place de l'art dans les espaces de travail, nous sommes intimement convaincus que l'art a toute sa place aussi bien pour les collaborateurs que pour tous les membres de l'écosystème, et donc que la mise en place d'expériences artistiques va profiter à l'entreprise pour diverses raisons. Donc nous sommes vraiment fixés cette mission de promouvoir la création artistique numérique dans l'enceinte de l'entreprise. Nous sommes intimement convaincus que l'art doit se vivre dans de nouveaux lieux d'exposition, qu'il doit être plus accessible, qu'il doit être moins élitiste et qu'il a énormément d'impact, et on va y venir également par la suite dans un troisième temps. Mais en tout cas, voilà, l'objectif selon nous est vraiment de réussir à démocratiser l'accès à l'art en le rendant accessible au plus grand nombre, notamment dans des lieux de vie, et tout particulièrement, c'est le sujet du jour, dans l'enceinte de l'entreprise, qui va permettre également de revaloriser les espaces et surtout de promouvoir la création artistique numérique qui est aujourd'hui en plein essor. On voit de plus en plus d'artistes extrêmement talentueux émerger, de plus en plus d'artistes qui, dans un temps 1, exploraient plutôt des outils plutôt traditionnels, mais qui se mettent à explorer aussi des outils numériques, puisque le champ des possibles aujourd'hui est infini, que les outils numériques se développent, et donc on veut donner plus de voix, plus de poids à ces artistes qui sont extrêmement talentueux et très inspirants aussi pour le monde de l'entreprise. Merci. Merci beaucoup, Julie. Donc, on a rapidement ébauché jusqu'à présent, pardon, je vais remettre ma caméra, voilà. On a rapidement ébauché jusqu'à présent, finalement, ce que tout ce champ, finalement, d'esthétisation du monde et des environnements de service et de travail pouvait recouvrir avec, je l'ai dit très rapidement, de vraies explorations et de vraies réalisations dépassant très largement on va dire la dimension de décoration pour tendre, vous l'avez vu, jusque sur le champ de la thérapie. Et puis en entreprise, effectivement, là aussi des valeurs qui sont recherchées, Julie a dit, en matière de qualité de vie au travail, en matière de co-construction, en matière aussi d'expérience, tout simplement, de partager des moments avec les équipes autour de la construction d'une œuvre. Et puis, bien sûr, en termes de créativité. La question qu'on se pose tous et qui nous est posée toujours et encore, c'est pas celle c'est celle qui consiste à dire finalement tout ça c'est un coût, mais est-ce que c'est pas un investissement? Et finalement, il y a aujourd'hui un prisme qui est extrêmement intéressant, assez peu connu, qui est la notion de valeur d'usage. Donc, je vous propose avec Sébastien de parcourir rapidement ce que recouvre cette notion de valeur d'usage, de découvrir un outil collaboratif, puisque nous l'avons développé à plusieurs, qui s'appelle Thésaurus, et puis à travers cet outil-là, de resserrer donc la focale sur précisément cette dimension artistique, esthétique, architecturale dans la valeur d'usage. Sébastien, à toi la parole. Bonjour à tous, donc Sébastien Nello. Alors excusez-moi, ma caméra a décidé de ne plus fonctionner aujourd'hui, donc je pourrais pas apparaître en vidéo. Donc effectivement, je vais vous présenter cette notion de valeur d'usage qu'on déploie depuis maintenant quelques années chez Chorus. Alors pourquoi on s'est intéressé à la valeur d'usage? Quand on regarde le coût d'un bâtiment au global à l'année pour une entreprise, j'aime bien ce petit schéma sur la droite. En fait, il y a trois coûts qui vont ressortir fortement. Tout d'abord, c'est les coûts de l'énergie qui va représenter 1%
du global des dépenses de l'entreprise. 9%, ça va être les loyers que l'entreprise va dépenser sur le bâtiment, et 90%, finalement, ça va être les personnes qui occupent les bâtiments. Donc, ces 90%, c'est le coût des salaires des personnes à l'intérieur du bâtiment. Donc, quand on cherche à chaque fois à objectiver l'investissement que l'on va réaliser sur un futur bâtiment, on voit que effectivement, alors je vais pas aller à l'encontre qu'il faut faire des bâtiments qui consomment peu d'énergie, mais on voit que vraiment pour avoir un vrai bras de levier financier, l'importance est donc finalement d'augmenter, enfin de rendre, on va dire, plus productif. Alors on n'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire plus performant les collaborateurs pour avoir vraiment un retour sur investissement de l'entreprise, et donc finalement du coût global que peut engendrer un bâtiment. Donc qu'est-ce que la notion de valeur d'usage, en tout cas chez Corus, on s'est dit, finalement nous on va s'intéresser à euh, comment comment on peut augmenter du confort aux collaborateurs pour que ces derniers soient plus productifs et donc plus performants pour l'entreprise. Donc la définition que l'on a pu donner, je pense que tu peux passer, Benoît, s'il te plaît. Euh, c'est un bâtiment a plus de valeur s'il rend plus et de meilleurs services à l'occupant, qui en devient de ce fait plus performant. Euh, alors voilà pour l'introduction. Comment donc on peut juste là on peut comment on a créé cet outil Thesaurus. Donc on s'est associé avec l'entreprise Goodwill Management, qui qui a elle, un business qui est de mesurer la valeur immatérielle des entreprises. La première grande mission qu'ils ont eue, c'est en 2007, suite à la crise financière. Ils ont eu une commande de Bercy qui était de mesurer tout le capital immatériel des entreprises du CAC 40. Donc, ils ont développé de vrais algorithmes qui aujourd'hui sont utilisés par les plus grands cabinets financiers pour l'achat et revente d'entreprises. Et donc, grâce à ces algorithmes qu'ils ont créés, ils ont pu développer l'outil sur la valeur d'usage, donc mesurer le capital immatériel d'un bâtiment. Donc, pour ce faire, on s'est associé avec des grands noms du bâtiment en 2014, en créant un consortium d'entreprises, donc avec des faiseurs comme Covivio, Engie, mais aussi des grands donneurs d'ordre, EDF, Saint-Gobain. Et donc, on a développé un logiciel donc qui s'appelle Thesaurus, qui s'occupe à mesurer, qui a comme objectif de mesurer la valeur d'usage et donc d'en tirer une valeur financière des gains que l'on va pouvoir apporter aux collaborateurs dans un bâtiment. L'outil de Thesaurus, donc les trois grands livrables que l'on ressort de cet outil. Tout d'abord, c'est une notation extra-financière du bâtiment, c'est-à-dire on va cartographier avec une série de 300 questions. On va pouvoir cartographier le bâtiment suivant différents thèmes et d'obtenir une note sur 20 du bâtiment. Cette note sur 20, on peut la comparer à différents standards que l'on a établis également avec le LBO, permettant déjà de regarder comment le bâtiment se situe. Alors à vrai dire, voilà, une notation extra-financière, il n'y a pas trop d'innovation. On a des référentiels HQE, BRIM, LEAN qui existent déjà. Donc au lieu d'avoir une étoile gold ou une étoile silver, aujourd'hui on a une note sur 20, mais on est capable de se mesurer par rapport à d'autres bâtiments. La valeur vraiment qu'il y a dans l'outil, donc c'est ce que je vous disais, c'est la recherche du niveau de productivité, en tout cas d'un delta de niveau de productivité, et comment on arrive à trouver ce niveau de productivité. Finalement, on a recherché on a récolté toute la recherche scientifique de ces 20 dernières années de la performance des collaborateurs au sein d'un bâtiment. C'est-à-dire, je travaille avec la lumière naturelle entourée de végétal, je vais avoir tant de productivité en plus. Je travaille près d'une autoroute avec aucune isolation acoustique, je vais avoir tant de productivité en moins. Donc tous ces facteurs aujourd'hui, on a recensé 32 facteurs de productivité. Et ces facteurs de productivité, lorsqu'on fait l'analyse du bâtiment, on va pondérer grâce à notre notation extra-financière l'intégralité de ces facteurs de productivité avec un petit algorithme mathématique pour en sortir donc un taux de productivité global par collaborateur sur le bâtiment.
Et ensuite, donc on va en trouver un pourcentage en général qui varie de 0 à 2% de productivité sur un delta de bâtiment. Et ce taux de productivité, si on le multiplie par finalement la, la, la masse salariale dont je vous ai parlé au début, ben, ça vous donne tout de suite une sorte de retour sur investissement des éventuels nouveaux aménagements que vous avez prévus pour les collaborateurs. Quelques exemples de livrables, comme je vous le disais, ça c'était donc un radar de la notation extra-financière. Donc on voit 6 différentes catégories, l'accès au site, l'art et l'architecture, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, le confort des occupants, la fonctionnalité et l'ergonomie de l'espace, la qualité de l'immeuble et service aux occupants. Donc nous on va aller regarder ces différentes catégories et les noter, suivant différentes échelles, ce qui permet aussi de pouvoir comparer différents bâtiments. Là aujourd'hui, on voit sur le graphique 4 différents bâtiments et on peut voir comment se situent ces bâtiments suivant les différentes catégories. Je peux passer Benoît. Ce qui est important, c'est une notion importante dans notre référentiel, c'est la notion de facteur limitant. Effectivement, on peut avoir donc des facteurs limitants de ces gains de productivité. On peut avoir le meilleur bâtiment qu'il soit en ayant pensé à toutes les choses qui vont donc impacter la performance de nos collaborateurs. Mais si on oublie un des facteurs, ben finalement c'est lui qui va être le plus impactant sur le bâtiment. Donc dans notre approche, on réalise des histogrammes de la sorte sur la gauche qui permet d'identifier, c'est un outil un peu de visualisation, quel est le facteur qui va être le plus limitant sur le comportement, le confort et donc la performance de nos collaborateurs. Donc ça c'est une notion importante de notre référentiel. Effectivement, voilà, comme je vous le disais, on peut avoir le plus beau bâtiment, mais si on a oublié d'isoler les fenêtres ou si on a oublié par exemple de mettre du chauffage, c'est ce facteur qui va être le plus impactant sur le confort des occupants. Et donc là sur la droite vous pouvez voir différents livrables donc financiers. Comme je vous le disais, l'outil dégage une valeur financière. Donc quel est le delta de performance financière que je peux avoir entre deux bâtiments, entre deux aménagements sur mes collaborateurs. Pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai ressorti quelques questions que l'on adresse pour mesurer donc cette performance et le confort des collaborateurs. Mais là, c'est des questions donc liées plus à l'art. Donc, comme je vous disais, on prend en compte l'art dans le bâtiment et je vais vous montrer un peu plus dans le détail tout à l'heure sous quelle formule on peut prendre, comment on arrive à intégrer la performance des collaborateurs avec l'introduction d'art dans le bâtiment. Donc, la 4 questions, on va dire. Assez simple sur le bâtiment. Donc, quand on va visiter, on va regarder est-ce que des œuvres sont-elles exposées au sein du bâtiment. Deuxième question, les accès, les cheminements, les abords à l'entrée du bâtiment sont-ils agréables et participent-elles à l'amélioration et à la convivialité du site? Effectivement, comme on le voyait, comme le montrait Julie tout à l'heure, certains bâtiments arborent quelques œuvres à l'extérieur, donc qui vont participer aussi à l'attractivité des collaborateurs sur le bâtiment et à l'attractivité aussi des passants sur le bâtiment. Des œuvres sont-elles intégrées au bâti, peinture, fresques murales? Là, pareil, c'est une notion de fierté et d'appartenance que les collaborateurs vont pouvoir avoir sur le bâtiment qu'ils vont occuper. Et une dernière question, l'intérieur du bâti présente-t-il une identité architecturale? Effectivement, lorsque on est affecté à un bâtiment et si on le trouve vraiment assez exceptionnel, on sera les premiers à en faire la promotion donc une notion de fierté pourra s'en dégager. Donc là je vous ai représenté le tableau des différents facteurs de productivité que l'on a pris en compte.
Donc, c'est tous ces facteurs de productivité, en fait, comme je vous le disais, on va les pondérer en fonction de chacun des bâtiments. Donc, en tout cas, vous pouvez voir, voilà, quelques les grandes notions et les on va dire le numérique qui a été mis derrière chacun des facteurs. Mais vous pouvez me dire effectivement là, le confort des occupants finalement ça va être pas l'art. Comment vous arrivez à introduire le confort des occupants avec l'art? En fait, dans l'algorithme que l'on a créé et la formule, je vous l'ai remise en haut. En fait, comment on va mesurer l'efficacité? Finalement, on va prendre le minimum du bien-être cognitif, le minimum du bien-être physique, comme je vous l'ai dit, c'est le facteur limitant. Et ça, on va le multiplier par la motivation. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de recherches scientifiques qui sont sorties et Julie on a cité quelques-unes tout à l'heure. On arrive à objectiver un pourcentage de motivation sur les collaborateurs. Et donc nous, toutes ces questions sur l'art, on va le faire rentrer dans ce facteur et on va le pondérer, ce facteur de motivation dans notre algorithme. Donc voilà comment on arrive à rentrer l'art dans notre mesure globale de la valeur d'usage, c'est-à-dire qu'on mesure le bien-être cognitif, le bien-être physique, c'est-à-dire le confort que l'on va apporter aux collaborateurs, et on le multiplie par un facteur de motivation. Et la motivation, comme on l'a vu, voilà, elle peut être engendrée par l'art dans l'entreprise, c'est-à-dire sentiment de fierté. Je suis content d'aller dans mon bureau parce que voilà, chaque matin je vais pouvoir voir une nouvelle œuvre d'art. Je suis fier aussi d'en parler, par exemple, à mes enfants, à mes amis. Et donc ça, voilà, c'est un facteur de motivation que l'on prend en compte dans la mesure de la valeur d'usage. Merci Sébastien. Je vais donc quitter le partage d'écran puisque nous en avons terminé avec à 11h38 avec notre propos. L'objectif pendant les 3/4 d'heure, c'était d'avoir aussi un temps d'échange avec vous. Donc voilà, nous sommes Julie, Sébastien et moi-même à votre disposition pour échanger et surtout avoir peut-être vos feedbacks, vos commentaires seront les bienvenus. Alors, vous savez, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions et puis on n'est pas très nombreux, donc peut-être que Clémentine, je ne sais pas, on peut entendre directement. On peut peut-être passer en direct. Ouais, en direct, c'est très bien. Voilà, tout à fait, on vous entend bien. Alors, d'abord, je tenais à vous remercier parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne depuis fort longtemps. Oui, l'art, j'ai un fils, par exemple, qui est kiné, mais qui est artiste en même temps et qui va libérer du temps sur sa profession de kiné pour créer un petit peu plus. Donc, c'est quelque chose qui est présent depuis fort longtemps. Moi, j'ai baigné dans un univers dans ma précédente expérience professionnelle. Là, actuellement, je ne travaille pas, où l'art, la culture, tout était autour de nous. Sauf que je n'ai pas eu le temps vraiment de l'exprimer, sauf qu'on ne l'avait pas dans nos espaces de travail. Et je pouvais dire aussi que l'art pouvait aller quelque part jusque dans les contenants qui contenaient le terreau et les plantes vertes. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle les Mauges, dans le Choletais, où il y avait encore quelques potiers dans le passé, et on pourrait aller, je dirais, l'art, il pourrait aller jusque dans la poterie, par exemple. Voilà. Donc, l'art, là, en l'occurrence, on ne l'avait pas. On avait de vulgaires pots en plastique que je n'aurais jamais même osé mettre chez moi. Donc, je trouvais très paradoxe. Donc, je dirais, dans une entreprise qui, quelque part, voilà, l'art, la culture, il y avait quelque part une inculture en interne vis-à-vis de l'espace de travail. Donc, ça a été une souffrance puisque je n'avais pas d'interlocuteur. Et ça m'a amené à autre chose parce que je savais, et c'est là, je vous donne un petit peu le contexte, et c'est là une de mes questions, c'est que je savais que dans les collaborateurs, on avait des gens qui étaient artistes, entre guillemets. En l'occurrence, j'avais une collègue qui est partie pour créer son entreprise comme photographe. Donc, je savais qu'elle était photographe depuis longtemps. On pourrait avoir des poètes, on pourrait avoir... Enfin bon, voilà. Et je me dis, mais dans un monde idéal, j'imaginais voilà,
de l'art un petit peu plus installé dans nos locaux, y compris, comme je le disais, dans les poteries. On peut très bien trouver des créateurs, voilà. Et je me disais, mais pourquoi on ne crée pas, on ne laisse pas des espaces, alors à déterminer évidemment, pour évidemment les artistes connus, reconnus ou en devenir, donc c'est leur quotidien, voilà, ils sont là avec toute leur puissance, toute l'énergie. Mais pourquoi on ne laisserait pas un peu d'espace à des collaborateurs dans l'entreprise qui ont une âme d'artiste, mais qui n'ont pas la vocation à en faire un métier, je dirais, dans le partage, là encore. Voilà. Donc, je me disais, dans un monde idéal, ça serait pouvoir mettre plusieurs formes d'art. Et puis, dans cet art numérique que je ne connais pas, hein, Julie, je ne le connais pas, je découvre et je vais certainement je vais être plus curieux dorénavant. J'imagine que vous pouvez vous trouver dans certains clients avec une association, je ne sais pas trop le terme, entre cet art numérique, mais ça n'empêche pas l'entreprise de mettre en œuvre justement des œuvres plus classiques, plastiques, photographiques, voilà. Et je terminerai parce que j'étais un petit peu long. Je me souviens d'une entreprise industrielle en Anjou où ça m'avait vraiment beaucoup passionné, c'est-à-dire que dans le hall d'entrée de la holding du siège, on avait des photos en noir et blanc, très 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 jolies. Donc pas de Cartier-Bresson, mais des ateliers. Autre forme qui mettait en valeur les ateliers derrière l'entrée blanche, nickel, design, on avait des ateliers avec de la production et des hommes et des femmes sur les machines. Voilà, donc encore merci. Et puis j'ai évoqué deux ou trois dossiers, deux ou trois questions sur lesquelles, avec un peu de longueur. Non, mais merci Philippe. J'ai un commentaire, mais Julie, je vois que tu avais envie de réagir. Non, non, mais allez-y, Benoît, je prendrai la parole dans un second temps. Oui, moi je suis très sensible à ce que vous avez posé en termes d'ancrage, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une histoire évidemment qui est propre à chaque site. Julie l'a évoqué quand elle parlait de VP, qui est un acteur du e-commerce, donc il y a une démarche et un positionnement. Je pense que cette notion d'ancrage, dans l'exemple que j'évoquais, qui est un peu atypique de Lyon Parc Auto, du parc des Célestins, Daniel Buren, c'est une star internationale, sauf que quand il crée en fait ce parc, il le crée en faisant écho en fait au théâtre des Célestins qui est sur la place, donc au-dessus, et la forme en fait même du parc symboliquement évoque en fait un théâtre à l'italienne. Donc en fait, je crois très fortement à ce travail d'ancrage, c'est-à-dire dans un lieu, et un lieu c'est à la fois une histoire et c'est une géographie. Ça c'est un premier point. Je crois que vous avez raison aussi sur les talents. De plus en plus on voit, et c'est vrai que nous on crée des espaces dans lesquels les dimensions de convivialité et de collaboration sont de plus en plus importants. C'est rendu possible notamment parce que par ailleurs, on va faire de l'open space, on va faire du flex office, donc on va libérer de l'espace pour des temps collectifs. Et c'est vrai que, et là Julie, ça remaille complètement avec nos réflexions du moment. On va aussi pouvoir laisser finalement pour les espaces les plus emblématiques, ceux qui par exemple vont présenter une large ouverture, une luminosité, une hauteur sous plafond, bref, on va dire l'espace un peu emblématique du site, de pouvoir effectivement le dédier à ces usages-là. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, pouvoir accueillir effectivement des artistes, des œuvres d'art, pouvoir aussi solliciter les talents des équipes. On parle beaucoup de gestion des talents, ben ça en fait partie à mon sens. Pour se dire, toi tu fais de la photo, toi tu fais de la poterie, toi tu fais peut-être de l'art digital, et donc tiens, viens présenter si tu le souhaites effectivement à tes collègues finalement ton travail. C'est une manière de te découvrir autrement, et puis de créer des moments de convivialité aussi autour de ça. Donc pour moi, ça participe vraiment de cette manière de faire vivre les espaces, parce qu'on sait bien que nous, en tant qu'aménageurs, on crée finalement des environnements qui sont que des potentialités. Et s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'animation, et bien finalement tous ces espaces, et c'est vrai que les entreprises ont aujourd'hui de grandes ambitions par rapport à ça, en fait ils vont rester lettre morte, parce qu'en fait tout simplement les occupants vont pas les occuper avec le type d'usage qu'on imagine. Donc moi je suis très sensible en tout cas à ce que vous venez de poser, parce que à la fois sur ce point de l'ancrage, à la fois sur la pluralité, j'y reviens pas, puis sur la problématique des talents. Voilà. Je sais pas, alors du coup, on a encore Franck et puis la personne de laboratoire.
à l'écran. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir, poser une question ou tout simplement nous faire un petit commentaire sur le webinaire en allumant vos caméras. Merci. Et en vous présentant. Eh bien, en tout cas, merci de cette présentation. Alors moi, je suis vice-président de l'ARCEC Sud-Ouest, donc sur Bordeaux et Toulouse, donc une belle région. Et vous imaginez bien que je vous donnerai pas ma place. Mais au-delà de ça, effectivement, j'ai passé 26 ans dans une entreprise qui était Magencia. Je pense que Benoît, vous connaissez sur la région. Et au niveau du siège, nous avions mis de l'art. Alors, pas de l'art numérique. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, je sais que peut-être que, enfin, je suis pas connaisseur au point de dire comment ou quoi, mais l'art numérique prend de plus en plus de valeur. J'ai vu dans des articles que maintenant on pouvait acheter ces toiles éphémères ou en tout cas numériques, et je trouve ça assez impressionnant. Et j'aime beaucoup ce que vous avez réalisé, Julie, sur les différents projets que vous avez montrés. Et c'est extrêmement intéressant, et surtout une place de l'art dans les bureaux, et surtout imaginer d'autres lieux où on peut prendre en compte et prendre connaissance de ces œuvres, pour moi est quelque chose d'important. Alors, je sais, ça va prendre un peu de temps, hein, c'est comme tout, hein, c'est comme mettre de la végétalisation. Je pense que vous connaissez aussi ces soucis-là, de passer sur des espaces un petit peu différents et de mettre un peu ces œuvres en visibilité. Voilà, je trouve ça intéressant. Alors, au niveau de ma question, j'en ai pas. Je voulais voir un peu justement qu'est-ce que c'était et comment on pouvait mettre en place ces œuvres. Et je vais faire attention maintenant sur les bâtiments. Dès que j'en vois un, Vous penserez à ArtPoint. Non, mais c'est très intéressant, et puis on est ravis aussi d'avoir vos retours. Et puis en fait, pour rebondir sur ce qui a été dit aussi bien par Philippe que par vous, Franck, c'est vrai que la force de l'art numérique, selon nous, c'est qu'il se prête aussi à un support écran. Donc c'est-à-dire que en fait, ça permet de vivre des expériences sans cesse renouvelées et donc de surprendre le collaborateur sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie pas mal. Et notre vision, comme j'ai commencé à le dire aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les écrans se multiplient. Donc effectivement, d'un point de vue écologique, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure des choses, mais qu'il est donc préférable d'avoir un impact sociétal assez important en proposant des expériences artistiques dans des lieux où on ne s'y attend pas. Parce que selon nous, en fait, on a une multiplication aujourd'hui des artistes numériques, on a un support qui s'y prête parfaitement, et on a des lieux de vie qui se transforment aujourd'hui en lieux d'expérience. Donc selon nous, toutes les planètes sont alignées pour pouvoir proposer une diffusion massive d'œuvres d'art. Et par rapport à ce que vous disiez aussi, Philippe, au niveau d'œuvres aussi plus traditionnelles, nous, forcément, on s'est donné cette mission de promouvoir les arts numériques, de donner plus de visibilité à des artistes qui sont extrêmement talentueux, mais on est aussi forcément admirative d'outils plus traditionnels. Mais ce qu'on pense aussi, c'est qu'en fait, de tout temps, les artistes se sont appropriés les outils qui leur étaient offerts par leur époque. Aujourd'hui, on a des outils nouveaux qui émergent en fait avec l'émergence des nouvelles technologies. Et donc, les artistes vont s'approprier ces nouveaux outils, mais ils peuvent aussi tout à fait explorer des outils plus traditionnels. Donc, on a beaucoup d'artistes qui, par exemple, vont travailler autour de la peinture, mais vont ajouter une composante digitale en essayant de faire animer une peinture créée dans un premier temps. Ou, par exemple, là, on est en train de livrer un projet de fresque murale, donc on est vraiment sur quelque chose de tout à fait tangible, de l'art urbain sur une façade, mais dans un souci de cohérence qui est celle de promouvoir en fait les arts numériques. On ajoute une composante de projection lors de l'inauguration, par exemple. Mais en tout cas, je trouve très pertinent d'avoir un parcours artistique dans une entreprise qui reflète différents courants artistiques. Et je pense que le contraste, justement, de l'art plus traditionnel fait parfaitement sens avec justement l'intangibilité des nouvelles technologies. Bien. Mais maintenant, vous faites venir dans notre région. Ravi d'accueillir l'ARCEG Sud-Ouest, et puis avec plaisir pour renouveler l'expérience. Et j'ai oublié de me présenter parce que vous avez un vice-président d'un côté, vous en avez un de l'autre. Philippe, donc, je suis vice-président sur la délégation Ouest, un des deux vice-présidents. Donc là, il y a du lourd. Hein. On a la façade Ouest représentée du haut jusqu'en bas.
Waouh, génial. Ben, sachez, messieurs, on a deux très belles directions régionales, nous Chorus, une bicéphale Rennes-Nantes et puis l'autre sur Bordeaux, donc avec plaisir. Si ça a un intérêt pour vous au sein de vos communautés pour reconduire l'exercice, on pourra même le faire. Là, on avait proposé en webinaire, voilà, parce que c'était national, mais avec plaisir pour Oui, se oui, oui, déplacer. non, on peut, si vous avez une duplication du passé en